Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Enquête d'intérêt général, l'émission politique mensuelle et enregistrée dans les conditions du direct, avec Radio Ems en partenariat avec l'hebdomadaire Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités politiques pour débattre avec nos journalistes et chroniqueurs de sujets d'actualité. Aujourd'hui, le thème, c'est les 80 ans de la sécurité sociale, ou plutôt, la Sécu ne doit pas être défendue, elle doit repasser à l'offensive. Il y a de nombreux articles disponibles sur le site de Respublica, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, gauche-républicaine en un seul mot.org. L'adresse mail de notre émission, c'est enquête d'intérêt général @radio-ems.fr. Et évidemment, si vous êtes là, c'est vous savez comment contacter Radio Ems. Alors, notre spécialiste de l'affaire, c'est Bernard Tepper. Il a écrit déjà beaucoup d'articles, encore une fois, sur Respublica. Je vous invite d'ailleurs à lire un de ces articles les plus récents qui s'appelle justement « La Sécu ne doit pas être défendue, elle doit repasser à l'offensive » que l'on trouve sur le site de Respublica. La première partie de l'émission sera consacrée à l'histoire de la sécurité sociale en France, ses projets et les attaques incessantes dont elle fait l'objet. On fera une petite pause musicale et après la deuxième partie, c'est quelle résistance, quelles contre-offensives sont possibles et comment en fait mieux la défendre en étant offensif. Voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bernard, tu te présentes si tu le souhaites, même si il suffit d'aller sur le site de Respublica pour voir tout ce que tu écris sur le sujet. Et puis, une fois que tu t'es présenté, je te poserai un certain nombre de questions. Alors, je suis membre du comité de rédaction de Respublica, ce qui explique ma présence ici. Et je suis également un des animateurs du réseau éducation populaire, qui fait toute une série de conférences, de formations, de pratiques d'éducation populaire sur différents sujets, dont la sécurité sociale. Oui, d'ailleurs, si mes infos sont bonnes, tu étais à la fête de l'UMA où tu as animé un atelier sur la sécurité sociale. Tu peux nous en dire deux mots avant Oui, c'était en fait au village des territoires solidaires. Donc il y a eu un meeting et donc il y avait 250 personnes. Donc ça a été très animé. J'ai animé ça avec la présidente en fait de l'ordre des pharmaciens qui était présente, mais également avec Loïc Penn, qui est un urgentiste, un médecin urgentiste. Et donc on a vraiment été au fond des choses, ce qui est pas toujours le cas dans une conférence. On va essayer d'y aller au fond des choses. Alors justement, la sécurité sociale, pour commun des mortels dont je fais partie, c'est la carte vitale au fond. Voilà, alors la carte vitale fait partie de la sécurité sociale, mais ça ne se résume pas à la sécurité sociale. En réalité, la sécurité sociale, elle possède 5 branches. Et santé, assurance, maladie, c'est une des 5 branches. Et d'ailleurs, ce n'est pas la majorité du budget. Le budget, en fait, de l'assurance maladie, c'est 260 milliards d'euros. Et donc, les 4 autres branches, c'est 400 milliards d'euros. Donc, je dis ça pour montrer que il n'y a pas que la santé, assurance, maladie à l'intérieur de la Sécu. En fait, il y a 5 branches. Les 5 branches sont les suivantes. Donc, bien sûr, celle de l'assurance maladie. Mais il y a une deuxième branche qui est encore plus importante financièrement, c'est les retraites. Ça, on en parlera tout à l'heure plus en détail. Et puis, la troisième branche, c'est la branche famille. Et cette branche famille, elle a comme fonction de grouper une vingtaine de prestations. Prestations familiales, mais également prestations précarité, mais également prestations logement, mais également prestations animation sociale. Les centres sociaux, par exemple, dans toute la France, sont principalement financés par la sécurité sociale via la CAF. Voilà. Et les deux dernières branches sont la branche autonomie,
Et la dernière branche, c'est AT-MP, c'est-à-dire accident du travail et maladie professionnelle. Alors pour donner rapidement un peu l'importance de ces 5 branches, je peux vous le donner facilement. Donc la maladie, 260 milliards d'euros. La partie retraite qui est dans la Sécu, parce qu'il y a une partie retraite qui est hors Sécu. Hein. C'est-à-dire pour le privé, Agir Carco, c'est-à-dire les retraites complémentaires du privé, sont hors Sécu. Mais tout le reste est à l'intérieur de la Sécu. Et donc là, c'est 300 milliards d'euros. Voilà. Et il y a à peu près 80 à 85 milliards d'euros hors Sécu, ce qui fait que la Sécu, elle est à 385 milliards d'euros. La famille, c'est 60 milliards. L'autonomie, c'est 42 milliards. Et puis, accident du travail et maladie professionnelle, 17 milliards. Si vous faites le total, eh bien, la sécurité sociale, c'est le premier budget humain. Et cela fait 660 milliards d'euros. Et pour voir ce que c'est, parce que c'est un chiffre quand même important, c'est 150 milliards d'euros de plus que le budget de l'État, tout ministère confondu. 510 milliards pour le budget de l'État, tout ministère confondu, 660 pour la sécurité sociale, ce qui montre que... je dirais, cette octogénaire qu'est la sécurité sociale est encore quand même bien vivante. Oui, alors justement, on va fêter cette année les 80 ans de ce qu'on appelle la baleine, d'ailleurs, on y reviendra. Le 4 octobre et le 19 octobre, on va fêter donc les 2 premières ordonnances de la sécurité sociale. Mais Bernard, va falloir que tu nous expliques un petit peu comment s'est construit cet édifice quand même assez vertigineux, vu tous les chiffres que tu viens de nous donner. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité sociale, en France, a été créée dans une circonstance quand même un peu spéciale. C'est-à-dire, c'est la Deuxième Guerre mondiale et c'est la libération derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité sociale, c'est le programme du Conseil national de la résistance. Je vous renvoie à un film qui est superbe. C'est Les Jours heureux de Gilles Perret, qui montre comment le programme du Conseil national de la résistance a été créé. Et puis, deuxièmement, derrière, la sociale, qui montre ce qu'est la sécurité sociale. Et donc, c'est un produit du Conseil national de la résistance. Et donc, disons que à partir de 1943, c'est-à-dire de la création du Conseil national de la résistance, qui ne faisait pas seulement résister à l'Allemagne nazie et aux collaborateurs français des nazis, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il commençait à travailler à l'après. Après-guerre. Pourquoi l'après ? Bah, c'est très simple. C'est que le tournant de la guerre, c'est fin janvier 1943, c'est la victoire de Stalingrad, de l'Union soviétique, aidée par les Alliés contre les nazis. Et à partir de là, on sait qu'il va y avoir encore plusieurs millions de morts, mais on sait que on va gagner. Et donc, on commence à dire comment on va construire cela. Et à partir de 1943, il y a une assemblée provisoire à Alger qui est créée, dont Ambroise Croizat est le président de la commission sociale et qui inclut des membres de la CGT, des membres du Parti communiste, du Parti socialiste et également du MRP. Oui, donc voilà. des gaullistes aussi, en fait. Oui, ça va en fait des communistes aux gaullistes. Et donc, il y a toute une série de gens qui travaillent dessus. Alors justement, Bernard, quels sont les principes, j'ai envie de dire, les fondements idéologiques de cette sécu ? Parce que dans d'autres pays, manifestement, elle n'est pas basée sur les mêmes éléments.
Absolument. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité sociale est créée à un moment où le rapport de force est quand même favorable au camp du travail. Pourquoi ? Parce que le grand patronat a collaboré. Oui, comme il le fait assez souvent, d'ailleurs, dans l'actualité le montre. Voilà, donc, disons que pendant la première année, les 2 premières années, il rasait les murs. Et donc, il n'y avait pas, disons, le grand patronat comme adversaire. Il y a bien sûr les alliés du grand patronat, c'est-à-dire la mutualité française, qui regroupe la majorité des mutuelles. Là, on va se faire des amis. Voilà. Et il y avait aussi les paysans propriétaires. Je sépare les paysans propriétaires des ouvriers agricoles, qui eux étaient organisés en fait à la CGT. Et puis il y avait aussi les indépendants. Voilà un petit peu le système oppositionnel. Et donc, vu que le rapport de force était favorable au Conseil national de la résistance, que fait le président du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire le général de Gaulle ? Eh bien, il fait appel, en fait, à un haut fonctionnaire gaulliste, et donc qui s'appelle Pierre Laroque, et il dit à Pierre Laroque de lire tout ce qui a été écrit, notamment à Alger, à partir de 1943, par les syndicalistes, CGT, par les communistes, par les socialistes, etc., de faire une synthèse pour préparer les ordonnances dont tu as parlé tout à l'heure, le 4 et le 19 octobre 1945. Et donc, Pierre Laroque fait son travail. Il est aidé à l'époque du ministre du Travail qui s'appelle Parodi, qui est un ministre gaulliste. Et une fois que les ordonnances ont été faites, 4 et du 19 octobre, le général de Gaulle nomme le principal artisan, celui qui a le plus influencé la sécurité sociale, nomme Ambroise Croizat, qui est un syndicaliste, qui est secrétaire général de la Fédération CGT de la métallurgie, et il le nomme ministre du Travail et de la Sécurité sociale le 21 novembre. Puis, le général de Gaulle démissionne en janvier 46. On y reviendra sur le général de Gaulle, parce qu'il n'a pas toujours été dans cette direction-là. Je rappelle le film que tu citais tout à l'heure, La Sociale de Gilles Perret, qui explique très très bien, en donnant la parole d'ailleurs, à un militant de la CGT qui a fait partie de ceux qui ont créé localement la Sécu, si ma mémoire est bonne. Oui. Mais bon, là, tout va bien. On est en période... C'est la sécurité sociale qui prend forme. Moi, je peux témoigner, par exemple, issu d'un milieu de petits paysans, pas forcément très révolutionnaires, qui d'un seul coup découvrent les bienfaits de la Sécu, alors qu'idéologiquement, je suis pas sûr qu'ils étaient très adaptés. Et finalement, des possibilités de remboursement, des possibilités même de petites retraites arrivent. Et pourtant, y compris le général de Gaulle d'ailleurs, il n'y aura de cesse par la suite d'attaquer cette sécurité sociale à travers de multiples réformes. Est-ce que tu peux réformes, de contre-réformes, parce qu'on peut pas parler de réforme dans ce cas-là, à mon avis. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus, pour commencer, et puis pourquoi cette volonté permanente de détruire ou d'amoindrir la sécurité sociale? Alors, ce qu'il faut dire en tête, c'est que dans le programme du Conseil national de la résistance, qui est un programme assez énorme et qui en fait intervient sur tous les éléments de la vie, je dirais que l'ensemble du programme est compatible avec le capitalisme. Sauf la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale est conçue avec 4 conditions révolutionnaires. Et donc, c'est un déjà là post-capitaliste qui est intégré à l'intérieur du système capitaliste. Et donc,
Pourquoi je dis ça ? C'est pour expliquer que très très vite, il va y avoir des oppositions. Et l'opposition, c'est effectivement la volonté du grand patronat à partir de 1947, eh bien, de s'opposer à ce déjà-là post-capitaliste qui est intégré à l'intérieur du système. Et donc, et ça va être une bataille assez difficile, assez dure, et il y aura pendant des décennies une forte résistance pour ne pas changer du mouvement syndical, la CGT au début, et puis ensuite d'autres syndicats qui se créent, et donc qui vont soutenir la sécurité sociale. Alors pourquoi tant de haine ? À part le fait que ce soit une institution post- ou anticapitaliste, il n'y a pas d'autres enjeux derrière tout ça ? Il y a deux enjeux. Le premier, c'est que la sécurité sociale est en fait une structure qui vise à la protection des travailleurs et de leurs familles de la naissance à la mort. Voilà, c'est ça la définition. On protège les travailleurs et leurs familles de la naissance à la mort. Donc, ça veut dire on réagit aux besoins des travailleurs et de leurs familles. Donc, bien sûr, petit à petit, quand les travailleurs prennent conscience de cela, eh bien, petit à petit, ils souhaitent qu'on réponde à des besoins supplémentaires pour les bébés, pour ceci, pour cela, etc. Et donc, pour les personnes âgées aujourd'hui, voilà. Par exemple. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'elle a été construite, je dirais, non pas sur des principes compatibles au capitalisme, et donc ça entraîne forcément une opposition. Tu peux justement expliquer un peu comment l'argent est collecté et comment il n'est pas justement reversé dans des banques ou d'autres systèmes ? Oui, c'est bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors, le problème est le suivant. C'est qu'en fait, c'est en fait une institution salariale, la sécurité sociale telle qu'elle a été conçue. Et donc, il faut voir que lorsque, par exemple, je dirais, on veut construire un objet, on veut construire une table, une chaise, une voiture, etc. En fait, on a besoin, dans le système dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans le système capitaliste, nous avons besoin, en fait, de 4 choses. La première, il faut acheter des matières premières et des machines. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il y a des travailleurs, il faut les payer. Donc c'est le salaire direct. C'est la deuxième chose. Troisième chose, eh bien on fait une institution qui assure la protection de la naissance à la mort, et là ça s'appelle cotisation sociale. Cotisation sociale, on mélange salariale et patronale. Parce que ça, c'est une invention. En fait, il n'y a que des cotisations sociales. La séparation est fictive entre cotisation c'est une part du salaire, ce qu'on appelle la cotisation patronale. Voilà. Et dernier point, parce qu'on est dans le capitalisme, la différence entre le prix de vente et tout ce qu'on a payé, c'est-à-dire salaire socialisé par les cotisations sociales, le salaire direct, et puis les machines et les matières premières, eh bien, c'est le profit. Et le profit, alors qu'il est créé par les travailleurs, il est pris en main par le grand patronat. Et dans le cas de la sécurité sociale, en fait, le profit, il n'est pas pris en main par les patrons, si je comprends bien. Ce qui se passe, c'est que la bataille des travailleurs, c'est
d'augmenter le salaire direct et c'est également d'augmenter le salaire socialisé, c'est-à-dire les cotisations sociales. Plus on augmente les cotisations sociales, plus on peut financer des prestations de protection de la naissance à la mort. D'accord. Mais alors, Bernard Tepper, j'ai envie de te parler, parce qu'on se connaît quand même, du trou abyssal de la sécurité sociale et en particulier des caisses de retraite, parce que c'est ce qu'on nous ressort régulièrement tous les 2 ou 3 ans, avec à la clé forcément la capitalisation qui serait la réponse magique et miracle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le trou de la Sécu et en particulier les problèmes des caisses de retraite? Alors d'abord, le trou de la Sécu, c'est assez simple. Ça n'existe pas. Le trou de la Sécu, c'est construit et fabriqué. Donc, il y a, bien sûr, un trou de la Sécu, mais il est construit et fabriqué. Comment il est construit et fabriqué? Eh ben, c'est très simple. On décide, à partir de 1995, grâce, je dirais, à Chirac et à Juppé. Faut dire que c'est des... Encore des amis. Voilà. Eh bien, on décide de bloquer les recettes. On bloque les recettes, c'est-à-dire que on décide que les recettes n'augmentent plus. C'est un peu comme le budget de 2025, en fait. On réduit les recettes. C'est toujours vrai. C'est-à-dire, depuis 1995 jusqu'à nos jours, on décide de bloquer les recettes de la sécurité sociale. Et par contre, eh bien, quand il y a des besoins, eh ben, on finance. Donc, forcément, les besoins augmentant, pour plusieurs raisons, eh bien, il y a une différence entre les dépenses et les recettes. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit, puisqu'on est dans le capitalisme? On dit, eh ben, on fait un emprunt sur les marchés financiers. Oui, un emprunt qui coûte de l'argent, en fait, à chaque fois. Qui coûte de l'argent et qui coûte de plus en plus. Sauf que, lorsqu'on dit le trou de la Sécu, sachons que le trou de la Sécu, alors que la Sécu est plus importante en tant que budget que le budget de l'État, mais le trou de la Sécu, il est tout petit par rapport au trou du budget de l'État. Mais comprenez bien que les 3400 milliards aujourd'hui de trous, c'est le trou de l'État. Donc c'est rapporté à un budget de 510 milliards d'euros qui est en fait géré par les gouvernements et par les majorités à l'Assemblée nationale. Alors que le trou de la Sécu n'existe pas avant 1995, et petit à petit, et principalement à partir du XXIe siècle, eh bien, le blocage des recettes, eh bien, fait que petit à petit, il y a un trou de la Sécu. Et puis, il y a ce qui s'est passé pendant le coronavirus. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Alors, le quoi qu'il en coûte de M. Macron, c'est 136 milliards. Et ces 136 milliards, qui auraient dû être payés par le budget de l'État, tout d'un coup, tour de passe-passe, il n'est pas affecté, le remboursement n'est pas affecté au budget de l'État, il est affecté à la sécurité sociale. En fait, tu veux dire que Macron dépense l'argent de la sécurité sociale dont il n'est a priori pas le propriétaire. Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la sécurité sociale, et j'expliquerai pourquoi probablement dans quelques instants, c'est une institution salariale. La protection des travailleurs et de leurs familles de la naissance à la mort. C'est ça. Et bien évidemment, le problème, c'est que quelle est la stratégie du grand patronat soutenu par la gauche néolibérale, par la droite et par l'extrême droite? Eh bien, c'est de privatiser la sécurité sociale. Mais pour la privatiser,
on ne peut pas privatiser une sécurité sociale qui appartient au peuple. C'est impossible. On ne peut pas privatiser, je dirais, le Parlement. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord étatiser la sécurité sociale pour ensuite la privatiser. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est d'abord l'étatisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire que la sécurité sociale était indépendante de l'État jusqu'en 1967, et en 1967 démarre le processus d'étatisation qui se termine en 2008. Et donc, il y a eu 3 grandes phases d'étatisation. Et une fois que c'est étatisé, à ce moment-là, on peut privatiser. Parce que ça, à partir du moment où ça appartient à l'État et plus au peuple, eh bien, l'État, on peut vendre les participations de l'État. Voilà. En fait, on la rend malade pour pouvoir justifier d'autres réformes. Oui, c'est ça. Juste peut-être avant la pause musicale, parce qu'on aura besoin de reprendre tout ça, y compris sur les projets de capitalisation que nous ressort le MEDEF encore cette année. Pourquoi juste en quelques mots ce surnom de la baleine quand on parle de la sécurité sociale? Alors c'est très simple, c'est disons à la fin des années 80, il y a eu des états généraux de l'assurance maladie. Et c'était animé par un ministre qui s'appelait Philippe Séguin. Un gaulliste. Social, théoriquement. Oui, théoriquement. Mais bon, disons que là, on n'a pas trop vu la partie sociale. Sinon, juste 1967, le début d'étatisation, c'est bien le général de Gaulle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'étatisation démarre par les ordonnances du général de Gaulle de 1967, qui détruit les ordonnances du général de Gaulle de 1945. Et le rapport de force est peut-être pas le même. C'est ça. Donc c'est pour cela d'ailleurs que tout dépend bien évidemment du rapport des forces. Et le rapport des forces, effectivement, dans le Conseil national de la résistance, n'était pas favorable à la droite, alors que en 1967 au gouvernement, la droite seule dirige ce gouvernement. Du coup, je t'ai interrompu, la baleine, alors. Alors, la baleine, c'est effectivement un mot de Philippe Séguin, parce qu'il estimait déjà que la sécurité sociale, c'était trop gros, et donc gros comme une baleine. Et donc, à partir du moment où il a sorti ça, eh bien, il appelait, au lieu de dire la sécu, il disait la baleine. Et puis, bien évidemment, les médias ont utilisé ce mot en le mettant entre guillemets. En pensant que la baleine, d'ailleurs, est un animal menacé d'extinction. Oui, c'est quand même, l'image n'est pas neutre. Voilà. Eh bien, écoute, on va faire peut-être maintenant une petite pause avec François Morel, qui va nous parler aussi, lui, de la sécurité sociale. Radio Ems. Radio Ems. Pays du monde, dans l'élan de fraternité et de rapprochement des classes qui marquent la fin de la guerre, s'efforcent d'instituer au profit des travailleurs et même parfois de l'ensemble de la population un système de sécurité sociale. La France doit elle aussi élaborer un tel système. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain.
La réalisation d'un tel but est subordonnée à un ensemble de mesures qui engagent toute la politique économique et sociale du pays. Mais il demeure des circonstances dans lesquelles un travailleur se trouve privé de ses moyens d'existence, ou tout au moins dans lesquelles ses ressources sont insuffisantes pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il en va ainsi d'une part lorsque le travailleur se trouve obligé d'interrompre son activité par suite notamment de maladies, de maternité, de vieillesse ou d'accident, d'autre part lorsqu'il supporte des charges de famille particulières. La sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire. Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. Un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants. Voilà, mais on retourne sur le plateau, donc on va parler des résistances, des contre-offensives, du salaire socialisé, des conditions révolutionnaires de la sécurité sociale et de tant d'autres choses, avec Bernard Tepper. Alors Bernard, là, moi je lis un petit peu de temps en temps ce que dit le patronat, et entre autres le président du MEDEF, qui non seulement verrait bien une alliance entre Attal, Retailleau et Bardella, mais dans la foulée, il voit aussi bien un retour, alors supprimer 1,5 million de postes de fonctionnaires, bon ça, c'est un autre sujet, quoique, mais aussi le retour de retraite par capitalisation, j'ai envie de dire ça, celle-là, ça faisait longtemps qu'on ne nous l'avait pas faite. Alors, la capitalisation, en fait, c'est peut-être la bonne solution, Bernard Tepper. Oui, alors, peut-être qu'il faut commencer par les fameux 4 principes révolutionnaires, et ensuite je répondrai à cette question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plus de 20 ans, la sécurité sociale était une institution avec 4 conditions révolutionnaires. La première, c'est que la sécurité sociale n'était pas gérée par l'État. Elle était gérée par des travailleurs élus pour gérer la sécurité sociale. C'est-à-dire... C'était l'autogestion, en fait, un peu. D'une certaine façon, ça peut se rapprocher effectivement à cela. Donc le principe était simple. Le budget de l'État était géré par l'Assemblée, par les députés. Il y avait donc des élections de députés pour gérer le budget de l'État. Et il y avait des élections à la Sécu pour gérer le budget de la Sécu. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ça veut donc dire que tous les conseils d'administration, locaux, départementaux, nationaux, en fait, il y avait 3/4 de ce conseil d'administration qui étaient des travailleurs. Et 1/4, c'était tout le reste. C'est-à-dire l'État, le patronat, etc., etc. Et toute une série d'institutions de l'État. Donc, il est évident que c'était les travailleurs qui géraient la sécurité sociale. Cette condition révolutionnaire, elle a tenu plus de 20 ans. Elle a été créée par les ordonnances du général de Gaulle de 1945, et le général de Gaulle y a mis fin par les ordonnances Jeannet en 1967. C'est là qu'on passe à une forme de paritarisme, peut-être ? Tout à fait. Le paritarisme arrive uniquement en 1967, c'est-à-dire c'est du 50-50, et donc la définition que je donne moi du paritarisme, c'est que le grand patronat a 50% et il peut s'allier avec un syndicat complaisant, minoritaire, pour avoir la majorité dans les conseils d'administration à partir de 1967. Il ne s'est pas privé de faire, d'ailleurs. Voilà. Alors, la deuxième condition révolutionnaire, c'est que le financement de la Sécu s'effectue par la cotisation sociale. Parce que la cotisation sociale, c'est une partie du salaire. Il y a un salaire qui est donné individuellement pour faire vivre sa famille,
Et puis, collectivement, il y a le salaire socialisé qui est envoyé à la sécurité sociale. Qui est un pot commun, en fait. Qui est en fait un pot commun. Le troisième principe, c'est le principe de solidarité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. Donc tout le monde met dans le pot commun et ça permet de s'occuper de tout le monde. On a besoin de dépenser 200 000 euros pour une intervention chirurgicale, eh bien on le fait. C'est financé comment ? C'est financé en fonction des moyens. C'est-à-dire plus on gagne, plus on paye, et moins on gagne, moins on paye. Voilà. Et quatrièmement, il y avait une caisse unique sur toutes les branches, ce qui permettait facilement d'utiliser les surplus de l'un pour payer l'autre. Sur ces 4 conditions révolutionnaires, il en reste plus que la moitié d'une, c'est-à-dire la gestion par les travailleurs, c'est comme Capri, c'est fini. Le financement par la cotisation, il reste que la moitié. Le principe de solidarité, c'est comme Capri, c'est fini. On voit bien aujourd'hui que l'accès aux soins n'est pas généralisé, etc. On va y revenir sur l'accès aux soins un peu plus. Il n'y a plus d'unicité et les 5 branches fonctionnent de façon indépendante. Voilà. Et en réalité, c'est l'État qui décide. Donc c'est là où on peut parler d'étatisation. Alors, c'est l'État qui décide. Alors, 3 grandes contre-réformes ont permis l'étatisation. La première, c'est les ordonnances du général de Gaulle de 1967, qui détruit en fait 3 conditions révolutionnaires sur 4. Il reste que la cotisation, voilà. Et donc, la deuxième, c'est en fait, c'est du Chirac-Juppé, 1995, c'est-à-dire, c'est l'Assemblée nationale qui fixe 1 an à l'avance les dépenses de la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle le PLFSS, c'est ça, le projet de loi de financement. Projet de loi de financement de sécurité sociale, qui est voté en général tous les ans, d'octobre à décembre. Bon, en ce moment, je ne sais pas si on sera à temps, on verra. Voilà. Et donc, voilà, de ce point de vue-là. Et la troisième grande contre-réforme, ça a été celle, en fait, de Sarkozy-Bachelot, Sarkozy-Fillon-Bachelot. C'est en 2008, c'est la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire. C'est la loi qui transforme les hôpitaux publics en hôpital-entreprise. La tarification aux soins, du soin, c'est ça, je ne sais plus le terme exact. La tarification à l'activité, voilà. La rentrée des procédés managériaux, à l'intérieur de l'hôpital. Il faut rentabiliser les services. Le principal, c'est de rentabiliser les services et c'est pas de répondre aux besoins. Essayer, par exemple, de prendre ne serait-ce qu'une consultation ophtalmo au Chic de Créteil, eh ben, on va vous dire dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Oui, faut pas être pressé, quoi. Ben, faut pas être pressé, donc, bien évidemment. On va revenir sur l'état de l'hôpital public, Bernard. Donc, ces trois contre-réformes ont totalement étatisé. Donc, aujourd'hui, la sécurité sociale, elle n'appartient plus, elle est plus gérée par les travailleurs, elle est gérée par l'État. Ce qui fait, concrètement, qui gère, c'est Bercy. C'est-à-dire, c'est le ministère des Finances. D'accord. Alors d'ailleurs, Bercy, qui ne sait même pas combien de milliards sont donnés aux entreprises, on en reviendra dans une autre émission, on est quand même arrivé à 270 milliards, je le dis en passant, avec l'enquête qui s'appelle Le Grand Détournement. C'est un livre que je vous recommande. Alors, pour revenir quand même, parce que finalement, l'étape suivante, c'est la capitalisation. C'est le moment de vendre une assurance privée, individuelle à chacun et à chacune. Si je comprends ta logique. Dans l'offensive... Pour la retraite, oui. Oui. Alors,
Le problème de la retraite est en fait très simple. C'est que le problème de la retraite, elle est payée par les cotisations des actifs. Bon. Et donc, il y a eu une augmentation, en fait, des retraites de 1945 jusqu'à la fin du siècle, et qui était liée, en fait, au fait que on augmentait le taux de cotisation. Au début, il était de 5%, maintenant, il est, disons, suivant les années, entre 13,5 et 14% de la richesse produite, c'est-à-dire du PIB. Voilà. Et donc, il y avait pas de trou de la Sécu, hein, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce que souhaitent les dirigeants du capitalisme, c'est de supprimer la répartition pour le remplacer par les retraites par capitalisation. Est-ce que ça marche, ça ? Oui, on a des exemples dans d'autres pays sur la capitalisation. Oui, ça marche très bien, mais ça répond aux intérêts d'une très petite minorité de la population. Mais en cas de crise boursière, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en cas de crise boursière, il peut se passer ce qui s'est passé aux États-Unis avec Enron, c'est-à-dire que Enron a déposé le bilan, et tous ceux qui devaient toucher, je dirais, des retraites par l'entreprise de capitalisation d'Enron, eh bien, il leur restait les yeux pour pleurer. Petite retraite, hein, dans ces cas-là. Et là, donc, petite retraite, parce que à partir de là, eh ben, c'est la retraite minimum qui est payée par l'État américain. C'est-à-dire quelques centaines d'euros par mois. L'ensemble de cette politique qui est menée en termes de santé, peut-être que c'est aux urgences, à l'hôpital public qu'on la constate le plus. Tu avais des éléments, je crois, à nous transmettre là-dessus. Alors, oui, il y a des éléments. Alors, je vais vous donner 3 chiffres. Les passages aux urgences, en France, hein, parlons, en 1995, en 2008 et maintenant. Alors, en 1995, le passage aux urgences, c'était 9 millions de personnes. Donc, 9 millions de nos contemporains passaient par les urgences au moins une fois. Donc, retenez ce chiffre, 1995, 9 millions. 2008, 18 millions. Donc, on a doublé. Voilà. Aujourd'hui, 21 millions. Voilà. Donc 9, 18, 21. 1995, 2008 et maintenant. Pourquoi il y a cette augmentation phénoménale ? C'est tout simplement que le seul endroit où on vous soigne avant d'être payé, c'est les urgences. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hôpitaux, il y a besoin de prendre rendez-vous. Lorsque vous avez un problème, par exemple, un grand-père qui garde un bébé et que le bébé il a 40 degrés de fièvre, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il va aux urgences, tout simplement parce que son médecin traitant ne peut le recevoir que 8 à 10 jours plus tard. Donc là, on va revenir sur la pénurie de médecins qui était prévisible et qui a été organisée. Donc aujourd'hui, les urgences sont amenées à répondre à des besoins qui pourraient être pris en charge pour partie ailleurs. Et en plus, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dérive avec la tarification à l'acte ? C'est-à-dire que les hôpitaux privés, finalement, se réservent des interventions qui rapportent beaucoup d'argent et qui laissent à l'hôpital public tout ce qui rapporte le moins. Est-ce que tu peux confirmer ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les hôpitaux privés et les cliniques privées, je dirais, choisissent leurs clients et choisissent les pathologies qui sont rentables. Donc en fait, vaut mieux être riche et bien portant quand même. Oui, tout à fait. Et les hôpitaux publics accueillant tout le monde, eh bien, et donc lorsque on
gère que des pathologies qui sont, je dirais, non rentables, mais totalement nécessaires, eh bien, on perd de l'argent et donc on ferme des lits, on ferme des hôpitaux, on ferme des services, etc., etc. Voilà je dirais le système. Par exemple, la petite chirurgie, elle est en clinique privée, c'est les hôpitaux privés. La grande chirurgie, qui est bien sûr très coûteuse, eh bien, c'est les hôpitaux publics, et ainsi de suite. Alors en fait, là, on va essayer d'aborder une partie un peu plus offensive. Donc on a parlé de la capitalisation. Maintenant, on va peut-être clarifier un terme, parce qu'on entend dans les milieux militants salaire socialisé. Qu'est-ce que c'est le salaire socialisé pour le commun des mortels ? Alors le salaire socialisé, c'est une partie du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, le salaire, il y a la partie qui est en bas de la fiche de paye, ou en bas de la pension de retraite, et ça permet de vivre pendant un mois. Voilà. Ça, c'est une partie du salaire. La deuxième partie du salaire, c'est l'ensemble des cotisations sociales qui est envoyé à la sécurité sociale. Et donc, voilà. Et bien sûr, cet argent immédiatement est débloqué pour les prestations. Donc, tu fais la différence entre salaire net et salaire brut. Ah bah oui, parce que la différence entre... C'est plus compliqué que ça encore. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le salaire brut, c'est les cotisations sociales salariales plus le salaire net. Ce que j'appelle le salaire super brut, c'est on rajoute les cotisations patronales. Voilà. Donc, cotisation patronale plus cotisation sociale, ça s'appelle le salaire socialisé. Parce que il n'y a pas de différence entre les deux. On pourrait demander pourquoi on appelle cotisation sociale patronale et cotisation sociale salariale. Il n'y a aucune justification économique. La seule justification, c'est que quand le général de Gaulle détruit les ordonnances du général de Gaulle de 1945, en 1967, eh bien, ce qui se passait, c'est que pour justifier que le patronat co-gère la sécurité sociale, eh bien, on a dit on va couper de façon fictive une partie des cotisations, on va l'appeler salariale, et une partie des cotisations, on va l'appeler... Oui, comme ça permet aux patrons de se plaindre et de parler, eux, de charges sociales et non plus de cotisations. Voilà, bien évidemment. Alors justement, la question de la cotisation et du financement de la Sécu, en fait, elle est au cœur de la problématique. Parce que, quand je t'écoute, en fait, aujourd'hui, la sécurité sociale n'est pas financée objectivement que par la cotisation, mais aussi par la CSG, qui est une forme d'impôt. Donc, ce qui permet quand même aussi à l'État de mettre la main sur la Sécu. Qu'est-ce qu'on pourrait maintenant, nous, être à l'offensive sur cette question-là ? Parce que pour retrouver une indépendance de la sécurité sociale vis-à-vis de l'État et du patronat, il faut aussi qu'elle ait les moyens financiers de répondre à tous les besoins. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. Et que, plus ou moins, un certain nombre d'organisations font. Syndicales notamment. La première chose, c'est qu'il faut récupérer les conditions révolutionnaires de la sécurité sociale. Voilà. C'est-à-dire la gestion par les travailleurs, la cotisation et une gestion qui part des besoins et non pas des problèmes de rentabilité. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut contrer toutes les fausses bonnes idées du grand patronat et qui sont relayées par les médias dominants et qui sont relayés également par tous ceux qui sont des néolibéraux de gauche et de droite. Tu peux nous donner quelques exemples des fausses bonnes idées ? Eh ben, c'est la capitalisation. Et si la capitalisation, par exemple, sur les retraites. Alors, pour pouvoir expliquer le problème de la capitalisation,
En 2 minutes, c'est fait. Allez, vas-y, t'as 2 minutes, mais pas plus. Alors, Non, j'exagère. Oh. je vais vous raconter une petite histoire qui débarre en 1960. En 1960, un paysan de la FNSEA, Encore des amis. voilà, dit en 2010, il y aura la famine en France. Pourquoi ? Parce que on est en train de diminuer le nombre de paysans et on augmente le nombre de bouches à nourrir. Donc il y a un moment, le ratio, Ça paraissait logique au départ. oui, ça apparaît, mais ça ne l'est pas. Et effectivement, entre 1960 et 2010, on a multiplié par 2 le nombre de bouches à nourrir en France. On était un peu plus de 30 millions, maintenant on est 67 millions, 68 millions. Et on a divisé par 10 le nombre de paysans. Mais il n'y a pas eu famine en 2010. Pourquoi ? Parce que ce ratio est idiot. Et donc, tous les commentateurs qui sont à la télévision répètent une idiotie. Et pourquoi ils répètent une idiotie ? C'est que le véritable ratio, ce n'est pas le nombre de paysans et le nombre de bouches à nourrir, c'est la production de nourriture et le nombre de bouches à nourrir. Et donc je passe maintenant aux retraites. Ce n'est pas le ratio entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs. Ce qui compte, c'est la production de richesse d'un côté et le nombre de retraités de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le paysan est plus productif que 50 ans avant, et le travailleur est plus productif. Donc il faut tenir compte de la productivité. Donc ça veut dire aussi, si je te suis, que la cotisation qui doit exister, elle doit aussi aller au-delà du simple salaire, d'ailleurs qu'il faudra augmenter, sans parler des augmentations de salaire pour l'égalité femmes-hommes, mais là ce serait tout un autre sujet, mais peut-être aussi étendre la cotisation à d'autres domaines de la rémunération. C'est pas nécessaire. La réalité, elle est très simple. Vous voulez résoudre la gestion et le trou de la Sécu, c'est très simple. Il y a 75 milliards d'exonération de cotisations sociales. C'est-à-dire que ce qu'a fait le capitalisme, c'est qu'il a diminué les cotisations sociales, c'est-à-dire qu'il a diminué les recettes pour la Sécu. 75 milliards. Il y a 15 milliards d'exemption de cotisations sociales. Si j'additionne 75 et 15, je suis à 90 milliards d'euros. Il suffit de supprimer les exonérations sociales pour les entreprises et il suffit de supprimer les exemptions de 15 milliards. Ça fait 90 milliards. La deuxième chose que l'on peut faire, et tu l'as dit tout à l'heure, ce sont les aides aux entreprises non conditionnées. Alors, la commission sénatoriale, dirigée par la droite, a dit que c'était 211 milliards, et les journalistes qui ont fait le grand détournement... Et du Nouvel Obs, on va faire un peu de pub. Les journalistes du Nouvel Obs ont dit 270 milliards. Voilà. Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où on ajoute les 90 milliards dont j'ai parlé, qu'ensuite on décide que tous les produits du travail doivent être soumis à la cotisation, donc les tickets restaurants, l'épargne retraite, etc., etc. L'intéressement. Voilà. Et donc, il n'y a aucun problème, non seulement pour financer la Sécu, mais même pour faire une augmentation importante des petites retraites. Simplement, le problème est idéologique. C'est-à-dire que les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Il faut supprimer la cotisation sociale. Et donc, si vous supprimez dans l'entreprise la cotisation sociale,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patron, 15 secondes après la suppression de la cotisation sociale, il a des profits qui augmentent. Parce que il y a les profits qu'il avait avant, plus le montant des cotisations sociales, s'il vend son produit au même prix. Et donc, bien évidemment, le patronat a intérêt à diminuer les cotisations, alors que les travailleurs ont intérêt à augmenter les cotisations pour diminuer le profit pour les capitalistes. Et donc augmenter aussi leur pouvoir d'achat. Donc et finalement, est-ce que le front syndical, l'intersyndical, ne devrait pas se battre sur des questions offensives sur le financement de la sécurité sociale et sur la gestion de la sécurité sociale? Parce qu'il y a quand même plus personne qui parle aujourd'hui, en tous les cas massivement, sur se réapproprier la gestion de la sécurité sociale dans l'intersyndical. Ou alors j'ai loupé des trucs. Non, tu as rien loupé du tout. Le rapport de force aujourd'hui est beaucoup plus défavorable au camp du travail. Voilà, ça c'est une réalité. Mais le problème, c'est que quand on voit des militants de gauche défendre l'intérêt du grand patronat, par exemple en disant c'est très bien de fiscaliser la sécurité sociale, par exemple, c'est-à-dire de diminuer les cotisations. Ce qu'il faut savoir, c'est diminuer les cotisations, c'est augmenter le profit. Voilà. Et sur le problème de la capitalisation, il faut, je dirais, mener une campagne pour une nouvelle hégémonie culturelle. C'est-à-dire que il n'y a que des mensonges sur la capitalisation qui sont dites. Quand on dit, par exemple, la capitalisation, ça vous permet de constituer votre propre retraite. Ce n'est pas vrai. Même dans la capitalisation, je répète, même dans la capitalisation, c'est toujours les actifs qui payent pour les retraités. Oui, merci Bernard, on pourrait continuer comme ça très longtemps parce que le sujet est passionnant. Juste peut-être si tu as un ou deux livres à nous recommander, je te remercie toi et puis j'en profite aussi pour remercier Franck qui a la technique sans laquelle il n'y aurait pas d'émission. Un ou deux livres, en dehors du tien évidemment qu'il faut rappeler, mais il y en a sans doute d'autres. Effectivement, le mien on le trouve sur la librairie militante de Respublica. Il faut l'acheter. Voilà, absolument. Mais il y en a d'autres qui peuvent être et notamment il y a un auteur qui a fait plusieurs livres, je vais pas tous les nommer, mais c'est Nicolas da Silva qui est également quelqu'un qui défend, je dirais, la sécurité sociale telle que je l'ai présentée. Il y a également Christophe Prudhomme, qui est également un médecin urgentiste, et qui fait beaucoup de conférences comme je le fais moi-même. Voilà. Donc voilà des gens qui défendent vraiment la sécurité sociale. Voilà. Là, vous avez plusieurs auteurs à lire. Donc tout ça, on peut le retrouver sur Respublica. Je rappelle l'adresse gaucherépublicaine.org. Vous allez sur Internet et vous le trouvez. Et puis encore merci Bernard et merci Franck. Et puis pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais le combat continue.